Certains pensent que c'est un peu les idiots qui sont optimistes. Mais pour moi, c'est surtout que quand tu penses que tu vas avoir le train, bah tu cours plus vite. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Alice Moitié. Alice est photographe, mais pas que. À la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» elle répond « Je fais ce que je peux ». Toujours est-il qu'en quelques années, Alice s'est fait une place de choix dans le monde de la photo grâce à un style particulier et haut en couleur. De la mode à la pub, en passant par PNL et ses amis torse nu, Alice est partout. Elle m'a gentiment accueilli dans son appartement pour évoquer son parcours. On revient sur ses petits boulots et ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Elle détaille son quotidien et sa philosophie de vie. On parle de sa manière de travailler, de beauté, de nu et de l'importance de garder une âme de touriste. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou iTunes ou votre plateforme préférée. Nouvelle École est partout et bonne écoute. Et ben donc je suis avec Alice Moitié. Salut Alice. Salut. Bienvenue dans Nouvelle École déjà. Merci De m'accueillir chez toi. Alice, t'es du coup photographe. T'es aussi réalisatrice. Ouais, tout ce que je peux faire et qui est assez marrant, je le fais quoi. Tout est possible. Tant que je m'ennuie pas. Tu te définis plus comme photographe ou photographe de mode, ou quand on te demande ce que tu fais, tu l'expliques comment? Quand on me demande ce que je fais... Ce qui est la pire question du monde un peu. Du coup, je réponds toujours un truc un peu snob. Je dis je fais ce que je peux quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai parce que si tu choisis un métier créatif, aujourd'hui, comme il y a quand même sacrément moins de travail, je vais pas dire que je vais faire une seule chose toute ma vie, sinon je vais quand même un peu m'embêter. Surtout, j'ai fait un peu de mode, là j'en fais moins. Je peux y revenir. Tout est possible. Tant que c'est rigolo et que ça change surtout. Si tu fais de la mode trop longtemps, après tu fais que ça. Si tu fais que des photos, de la publicité, après tu fais que ça. Donc faut juste penser à alterner. Ça, je suis sûre de pas m'ennuyer, quoi. Ouais, même en mode, t'as fait plein de trucs avec des gens vachement connus, avec PNL, avec, t'as des trucs un peu pop avec Nabila, Ouais. Et quand tu dis qu'il y a moins de travail, tu veux dire qu'il y a de moins en moins de boulot pour les gens créatifs en ce moment? Je pense pas qu'il y ait moins de travail, je pense juste qu'il y a plus de gens qui se lancent là-dedans. Par exemple, j'avais vu sur internet que le métier, bon après c'est un sondage, mais que le métier rêvé des Français en numéro 1, c'était photographe. Et il y a énormément de photographes. Et après, moi je m'en fous parce que le gâteau est assez grand pour tout le monde, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se lancent là-dedans. Donc en fait, c'est pas tant qu'il y ait moins de travail, c'est qu'il y a déjà moins d'argent. Et puis beaucoup de gens qui se chauffent pour faire ça en fait. Donc si je peux faire un truc, si on me propose de faire quelque chose et que je me sens de le faire, je le fais quoi. Tu veux pas t'emprisonner dans une seule discipline, c'est ça? Bah oui. Pourquoi tu penses qu'il y a plus de gens qui se lancent maintenant? C'est Internet? Oui, non, c'est la technologie, c'est Internet. Ça veut dire que maintenant, pour 500 €, t'as un appareil photo plus que convenable. Et même avec un iPhone, tu peux faire des miracles. Je veux dire, je suis quand même la première à le savoir. Et en plus, après, bah, en fait, si jamais tu as envie de te lancer, t'as pas besoin d'aller courir, toquer à la porte des magazines, etc. Tu mets ton travail sur Internet et puis, Inch'Allah, tu vois. Tu vois si ça prend ou pas? Oui. Alors qu'avant, il fallait, c'est quoi, genre il y a 10, 15 ans, 20 ans, il fallait faire quoi? Soumettre tes travaux à des magazines? Il y a 10, 15 ans, j'étais en train de... Il y a 10, 15 ans, j'avais 10, 15 ans, donc je peux pas trop te dire, je sais pas. Non, mais tu dois savoir un peu mieux que moi comment ça... J'en sais rien. Tu sais pas? Pas du tout, mais je me doute que ça devait pas être la même chose. Aujourd'hui, je sais que les internets, ça a quand même sacrément aidé... Les internets. J'ai pas fait ça y est, je me suis... Non, mais ça aide vachement. Au début, tu mets les photos sur Facebook, puis tu fais du travail gratuitement. Il y a toujours... Enfin, tout le monde a des projets, de magazines, de marques. Donc, tout le monde se chauffe pour toi, tu fasses des photos pour cette marque ou ce magazine gratuitement, et puis tu t'entraînes un peu comme ça, tu fais pas un truc pas forcément terrible, puis à un moment, tu continues à poster, ça, tu produis, et puis ça prend, ou ça prend pas, mais... T'avais commencé tôt, toi? Ça te venait d'où est-ce que t'avais commencé par la photo ou t'avais commencé par autre chose? Non, je faisais du dessin, donc à la base, et j'étais dans une prépa art, puis j'ai loupé mes concours, genre art déco et tout. Et je me suis dit, bon, je vais m'inscrire en lettres modernes et je vais me rediriger. Ce qui était un leurre, Donc je me suis inscrite en lettres modernes à la fac. Et puis après, il y a mon
mon parrain qui m'a filé un appareil réflexe argentique hyper facile à utiliser, et j'ai trouvé ça assez marrant et assez facile. Et du coup, j'ai fait un peu photo, j'ai préparé je me suis en alternance avec l'aide moderne, c'est-à-dire après 3 mois, quoi. Je fais juste des allers-retours parce que je trouvais ça chic d'être dans un amphithéâtre, mais j'ai pas vraiment travaillé. Puis j'ai préparé les Gobelins, les photos, là, le concours photo, et puis j'ai eu les Gobelins, puis je me suis fait virer au bout de 3 mois. Ouais, tu t'es fait virer, tu faisais rien en fait, c'est ça? Mais t'avais déjà commencé à bosser à côté, non? J'avais commencé, mais surtout en fait non, c'est que je faisais des blagues. Je faisais beaucoup de blagues. Donc j'ai eu des avertissements, 1, 2, 3, puis après j'ai eu un conseil de discipline et ils m'ont dit Mademoiselle Moitié, mais très gentil, hein, vraiment pas, très 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 bienveillant, mais ils m'ont dit t'as rien à faire ici, et en effet je crois que j'étais pas faite pour un système scolaire. Mais pourtant t'avais bossé quand même relativement dur pour entrer au Gobelin. Ouais, mais parce que je m'étais ambiancée. Donc tu crois que tu veux quelque chose, mais ça veut pas dire que il faut y être pour le savoir, en fait, que ça fonctionne pas. Donc, les Gobelins, c'est une bonne école, ça t'apprend la technique, et je pense que c'est très bien, mais, moi, je suis trop schlag pour ça, en fait. C'est le problème avec l'autorité, ou l'institution, ou le fait de faire toujours la même chose? Je pense que si c'est pas un peu marrant déjà, ça m'ennuie. Et je pense que oui, l'autorité, l'institution, et puis je suis un peu hyperactive, j'ai des problèmes de concentration. Ça m'intéresse parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit que je suis hyperactif à chaque date Tinder, non. Mais à chaque fois que je rencontre une personne, elle me dit que je suis hyperactif. Et quand tu dis ça, c'est un truc que j'avais déjà lu, que tu disais sur toi. C'est quelque chose que on t'a dit quand t'étais petite, ou dont tu t'es rendu compte toute seule, ou qu'on t'a diagnostiqué, parce qu'il y a des gens qui se font diagnostiquer hyperactifs. Et j'ai toujours l'impression que parfois les parents ont un peu la flemme, et que c'est l'explication qui va bien de trouver ton gosse hyperactif, tu sais. Non, mais là, c'est plutôt l'inverse. Mais après, c'est un peu les trucs à l'américaine, tu vois. Moi, ils m'ont dit que j'étais hyperactive, mais en France, on va pas donner des médicaments à un enfant, c'est quand même ridicule. Ça se manifeste que moi, j'en sais rien. Ça se manifeste que, je sais pas, je me levais en premier jour d'école au CP, je m'étais levée pour aller dessiner au tableau devant toute la classe. Moi, je m'en souviens pas, hein, c'est ma mère qui m'a dit. Puis après, t'as des trucs comme ça, t'as du mal à te concentrer, puis t'as des lubies pendant 2 mois, tu vois. Alors pendant 1 mois, je zozotais. Exprès? Bah oui, mais je m'en souviens pas. Je me souviens juste de rendez-vous où ma mère devait expliquer à ma maîtresse que non, je zozotais pas, et que ma maîtresse lui disait mais regardez, elle zozote. Donc je pense que ça, c'est un des symptômes de l'hyperactivité. Mais bon, c'est pas une maladie, hein. C'est juste que t'es quand même particulièrement chiant. C'est plus difficile de travailler. Et disons que d'aller à un point A à un point B, il va y avoir C, D, E, F, G, X au milieu qui vont faire que tout va devenir très 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 lent. Et voilà, mais bon, après, j'ai l'impression qu'avec maintenant, de toute façon, les technologies, il y a beaucoup de gens hyperactifs. Donc ça veut rien dire, tu vois. Ça devenait d'où en fait l'intérêt pour le dessin? Parce que si t'as commencé super tôt à dessiner, tes parents ils dessinaient, ou il y avait un truc comme ça chez toi? Non, je pense que c'est un truc, tu le vois en fait, que toujours il y a des enfants qui dessinent plus. Je crois que je dessinais pas mal, sans me vanter, je crois que je dessine bien, tu vois. Pas hyper bien, tu vois, mais je dessinais mieux que mes petits camarades, comme on dit. Et donc puis ça m'aide à me concentrer de dessiner aussi. Donc je dessinais toujours des trucs, et puis c'est quand même marrant. C'est pratique, mais en fait le dessin ou la photo, c'est un peu la même chose. Ça reste l'œil et un petit peu comment tu vois. Enfin, si je te regarde, je pourrais à peu près te croquer, tu vois. Et ça t'était venu naturellement? Oui, quand tu dessines, tous les gosses ils dessinent de toute façon. Ouais, notamment en cours. C'est ça, tu vois. Je suis sûre que si tu vas dans n'importe quel cahier, tu vas trouver des chefs-d'œuvre dans tous les carnets de texte ou je sais pas quoi, tu vois. Et mais c'était pas un truc qui te venait genre il y avait pas un côté environnement familial créatif? Non. Et tes parents, ils en pensaient quoi quand tu t'es fait virer des Gobelins? C'est un peu trop perso. Ouais. Ok. Mais bon, ça c'est. Mais après, moi j'étais. En tout cas, moi quand je me suis fait virer des Gobelins, je suis sortie, j'étais hyper triste. De t'être fait virer ou? Ouais, pas de m'être fait virer, parce que j'ai pas trop de problèmes. Bizarrement, j'ai pas de problème d'ego ou de trucs. J'ai pas trop de. Si on m'engueule, je sais que j'ai fait une connerie, tu vois, mais juste parce que je me sentais c'est un peu flippant, tu vois. T'as plus d'école, t'as pas de travail, et en fait, tu te rends compte que il faut que tu te bouges le cul, tu vois. T'avais quel âge? Je sais pas, de 20 ans.
Donc c'est un peu bizarre. En fait, tu te sens un peu genre après abandonné. Puis après le lendemain, ça allait bien parce que je me suis dit bon bah voilà, écoute, c'est le moment d'y aller. Direct. Ah bah ouais. T'es pas du genre à être déprimé. Bah ça peut, mais là en l'occurrence, je m'étais dit bon attends, seul truc, je me sais que j'avais payé une année. Ça, j'avais un peu les boules. Ça coûte cher les écoles comme les Gobelins. Je crois que c'est pas mal, ouais. Genre, je me souviens plus, mais je crois que c'est 5 000 € l'année, si je dis pas de conneries. Après, ils te fournissent tout le matériel, t'as les studios, donc vraiment, je vais pas du tout cracher sur les Gobelins parce que je pense que c'est une très très bonne école, mais c'est pas pour toi. Non. Mais juste avant ça, t'avais fait une prépa d'art appliqué, c'est ça? Ouais. Et t'étais parti en fait. Ouais. Ça, t'avais pas pu non. Non, mais la prépa, c'est surtout qu'en fait, la prépa, si t'as pas tes concours, t'as pas tes concours, tu vois, donc c'est fini. Puis j'avais détesté la prépa en plus. Pourquoi? Parce que c'était les gens étaient horribles. Pas tant les élèves que les profs et tout, je sais pas. C'était dans le 7e et tout. C'était pas sympa, ça se la pétait, c'était vraiment pas agréable. Ça pour le coup, j'ai pas du tout aimé. Puis je m'engueulais vraiment pas mal avec le directeur. S'il m'écoute, je le salue. Le directeur de la prépa? Ouais, il était quand même assez hardcore. Donc je m'engueulais pas mal avec lui, il m'aimait pas trop, mais je lui rendais bien. Et je crois qu'il y avait pas mal de gens qui me prenaient pour une idiote aussi. Pas une idiote, genre mais vraiment pour une débile. Ah oui. J'ai tendance à faire beaucoup de blagues de merde, et si jamais on n'est pas très patient pour savoir si je suis plus intelligente que ça ou pas, bah ça va, on peut aller vite en conclusion, quoi. Tu veux dire que parfois des gens ont du mal à saisir si c'est du premier ou du second degré? Ouais, je sais pas s'ils prennent le temps de se poser la question, ouais. Non, c'est juste que tu sais, quand t'es en conversation avec quelqu'un et que tu sais qu'il se fout de ta gueule, et tu le sais, t'as une conversation avec la personne et tu sens qu'il est en train de se foutre de ta gueule avec une autre personne, tu vois, une espèce de... Bah là, c'est là où tu dis, ah ok, je crois qu'il a pas saisi que j'étais pas si premier degré que ça. Ouais, ça me parle pas mal, ça. C'est un truc qui m'est beaucoup arrivé. Moi, je crois que vraiment souvent, j'ai un peu du mal à me retenir de dire des conneries ou de faire des blagues en soirée, ou même en fait tout le temps en fait. Mais avec en fait, c'est un peu soit ça passe, soit ça casse. Il y a des gens qui captent direct et du coup je m'éclate avec eux et je me marre tout le temps. Il y a des gens qui captent pas et qui me détestent parce qu'en fait on n'arrive jamais à connecter. Et parfois je me rends compte. Moi je croyais qu'on avait connecté et en fait non, pas du tout. Et je me rends compte on n'est pas du tout en train de parler de la même chose avec les gens, tu vois. Et en fait je sais pas quelle... J'en parlais récemment avec un pote, c'est marrant, je sais pas quelle attitude adopter parfois, s'il faut se dire, bah tant pis, tu vois, je suis comme ça, ou s'il faut essayer de corriger les défauts. J'ai l'impression que c'est impossible des fois de corriger les défauts. Mais il faut pas, c'est que, tu sais, c'est juste que si lui comprend pas, c'est que, si la personne en face comprend pas que c'est du second degré ou du troisième degré, c'est que, ça ne fonctionne pas, tu vois, c'est pas possible d'être relation aussi. Ça veut pas dire que c'est mort, mais enfin, il faut quand même, comment dire, c'est qu'elle est pas faite pour toi. Ouais, donc toi, t'as une politique un peu... si ça doit se faire, ça doit se faire. Si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est ça? Ah oui, j'avoue, je cherche pas trop à être likeable. Ça veut pas dire que je suis insupportable mais c'est que si ça fonctionne pas, je me dis bon bah ce sera une autre fois. Il y a assez de monde. Bah oui, attends quand même. En fait, ouais. Non mais après ça dépend. Moi, pour répondre à la technique aussi, j'ai un ami à moi. Lui, ce qu'il fait, c'est que sa petite spécialité, c'est de mettre mal à l'aise les gens. Et c'est extraordinaire. J'ai déjà essayé, c'est fou. C'est de délibérément mettre des silences. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu vas dire quelque chose, mettons, d'hyper premier degré dans une conversation. Ah oui, moi, j'aime, par exemple, c'est pas vraiment cette matière-là que j'aime, c'est plutôt, j'aime bien telle ou telle matière à porter comme vêtement parce que du coup, j'ai plus chaud. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Tu parles et tu donnes une phrase comme ça et tu laisses un peu le silence arriver. C'est hyper bien. De mettre mal à l'aise les gens, c'est vraiment très très bien. Pourquoi c'est bien? C'est drôle, tu vois, de sentir quand tu peux contrôler la tension, tu vois. Quand tu peux contrôler ce malaisance, tu vois, ça c'est pas mal. C'est un peu comme du stand-up en fait. Ouais. C'est un peu ce qu'ils font. Ouais, sauf que les stand-up, si tu mets mal à l'aise, bah c'est que... Ça dépend si t'arrives à rattraper ensuite. Enfin, tu sais, il y a aussi, ça peut être très drôle le malaise. Parfois, il y a des types qui font du stand-up qui vont vraiment gêner beaucoup toute la salle, mais comme la salle sait que c'est fait exprès, on va tous se marrer, tu vois. Sauf quand parfois tu sais pas, ça devient vraiment vraiment gênant. Du coup, en fait, je réfléchis à ce que tu me disais, t'as commencé la photo super tard. Ouais, super tard. Quand je dis, c'est juste que c'était il y a pas très longtemps, c'est plutôt ça que je veux dire. Vrai. C'est vrai, mais la photo c'est pas très très difficile. C'est pas difficile de faire une bonne photo. Après, la difficulté c'est de perdurer, je crois.
Et puis aussi de trouver un peu ce qui nous plaît, parce qu'au début tu bricoles un peu, tu sais pas exactement ce qui te plaît, donc tu testes plein de styles de photos, comment tu vas faire, est-ce que c'est plus mode, est-ce que c'est plus si. Puis en plus il y a quand même une grosse partie de post-production, donc en fait ça aussi ça joue. Quelle retouche lumière ou couleur je veux faire sur mes photos, j'en sais rien. Donc c'est plus ce temps-là, mais faire des bonnes photos c'est pas très dur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographes et qu'il y en a beaucoup qui sont très bien. Donc une fois que j'ai trouvé ce qui me plaisait, et là ça a commencé à aller plus vite en fait. C'était quoi enfin, t'as mis combien de temps à trouver ce qui te plaisait? C'est tous ces projets pas payés que tu fais avec des copains, où c'est pas terrible, ou alors c'est un peu bien. Puis en fait, une grande partie de la photo, c'est quand même de faire un choix, tu vois. Parce que t'as 200 photos, mettons d'une seule personne dans un seul lieu pour un seul look, on va dire, ça c'est en mode, il faut que t'en choisisses une, tu vois, sur ces 200 photos. Donc c'est un choix. Donc pourquoi cette photo-là plus qu'une autre, et tu comprends. C'est comme si soudainement je te filais, la dernière fois je suis allée chez ma grand-mère, il y a peut-être 3 ans, j'ai récupéré plein de photos d'enfance, tu vois. Mais il fallait que je fasse un tri parce qu'elle en avait fait énormément. Et c'est là, en fait, tu peux faire une exposition en choisissant juste des photos que ta grand-mère a fait, tu vois. Et choisissant celles qui te plaisent vraiment, bah, tu deviens l'artiste parce que c'est ton choix. Ouais, la compétence de choisir est presque aussi importante que celle de prendre la photo, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Et ça comment ça se travaille? Ça vient à l'instinct? Ouais, c'est ça. Bah, à force d'en voir aussi? Ouais, tu vois plein de choses. Bah, c'est comme quand je sais pas, force de voir des trucs, je sais pas, c'est l'instinct, mais aussi. Il y a des connexions qui se créent. Ouais, au début, tu sais pas franchement pourquoi, et puis plus tu travailles, plus tu comprends ce qui te plaît plus. Moi, j'aime bien quand il y a une petite blague qui, c'est pas forcément une blague, mais quelque chose un petit je ne sais quoi sur la photo qui me fait un peu rigoler, tu vois. Je sais pas comment te dire, mais quand ça raconte un truc. Oui. Quand il y a une espèce de petite histoire, j'y connais pas grand chose en photo à dire vrai. C'est peut-être le domaine où j'y connais le moins en art. Vraiment, j'y connais rien. C'est marrant que ce soit connu pour ça, du coup. Bah ouais, mais parce qu'en fait, moi, je crois que mes inspirations, c'est surtout les BD et les trucs comme ça. Je lisais beaucoup de BD quand j'étais gamine. Et tu lisais quoi? Bah tout ce qui me passait par la main, même des trucs des années 70, les vieux trucs et tout, et les couleurs, et en fait c'est ça qui me plaisait vraiment, les couleurs, et puis qui a un côté un peu personnage, quoi, un peu dessin animé. J'aime bien quand c'est facile à dessiner, quand la photo que j'ai fait je pourrais la redessiner facilement, et surtout les couleurs, ça me branche complètement, c'est ça qui me plaît, ça me fait beaucoup d'effets en fait, les couleurs, quand il y a une belle couleur et tout. C'est pour ça que quand je suis en vacances avec des copains et que je sais que je vais partir la journée faire je sais pas quoi, et si je vois qu'ils sont mal habillés, juste qu'ils ont des couleurs vilaines qui s'accordent pas, tu vas les rhabiller? Ouais. Pour pouvoir prendre des photos? Bah ouais, parce que sinon je les prends pas en photo, tu vois. S'ils ont un t-shirt gris avec un bermuda kaki, tu vois, ça fait chier. T'es là, tu fais putain, bah non, là il y a un ciel bleu, un super soleil, des filles en maillot de bain et toi t'es en kaki, j'aime bien les couleurs un peu vives. Tu les mets en quelle couleur alors? Bah je m'arrange que faut pas qu'il y en ait trop. J'évite tout ce qui est en fait, à part certaines couleurs interdites, genre vert pomme, turquoise, violet, tu vois. Enfin, interdite, mais par ça, je sais pas, je m'arrange juste pour que ce soit ou blanc, tu vois, neutre ou coloré. Mais c'est pour ça qu'il y a souvent je prends en photo mes potes et ils sont très souvent torse nu. C'est pas tant parce que j'ai envie de les voir torse nu, c'est parce qu'ils ont des vilains t-shirts. Et souvent, les garçons, ils s'habillent en noir ou en gris, tu vois. Et c'est normal, je comprends, tu vois, ils veulent être neutres. Je suis en gris et en bleu. Bah voilà, mais c'est un truc de mec. Tous les mecs se rendent pas compte que la couleur, chez un garçon, enfin, chez n'importe qui, c'est toujours, ça illumine quelqu'un. Donc souvent, c'est vrai que je leur demande de se mettre torse nu parce que ça s'accorde pas. Je le vois, ils ont des t-shirts qui se vilains. Alors du coup, je leur dis, mettez-vous torse nu, comme ça fera au moins un truc uni, tu vois. Voilà. Donc c'est pas de la perversion de ma part. De les foutre à poil toujours, c'est juste que, puis en plus c'est quand même plus rigolo de vous. Garçon torse nu, il est toujours un peu mal à l'aise, donc c'est marrant. C'est une question que je me posais, c'est le rapport au nu. Il y a des gens qui sont vachement à l'aise avec le fait d'être nu. Et d'ailleurs dans tes photos, il y avait pas mal aussi de gens soit à moitié nus, soit complètement nus, tu vois. Et des fois je me demande, parce que je sais que par exemple moi c'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise, tu vois.
genre là quand tu parles des mecs qui sont pas forcément à l'aise, tu les contentes. Moi je suis du genre à être pas trop à l'aise, tu vas faire ouais bon quoi. Et je me demande pourquoi, qu'est-ce qui fait que chez des gens, il y en a qui sont qui s'en foutent complètement, tu vois. Mais c'est pas une question d'avoir un corps d'athlète ou tu vois, ou d'être une fille et d'avoir un corps de magazine. Il y a des gens juste qui sont à l'aise avec leur corps vraiment, et d'autres qui le sont beaucoup moins, et je sais pas encore pourquoi, je sais pas si Bah, ça dépend des gens. Moi, j'ai une amie qui est hyper à l'aise avec la nudité parce qu'elle a grandi, genre, sur une espèce d'île et que tout le monde était à poil et que tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette île? Elle a grandi au Cap Ferret sur la plage, tu vois. D'accord. Dans une maison isolée de tous. Donc, elle était un peu enfant sauvage, on va dire. Donc, elle est très à l'aise avec la nudité, moi, je suis mis à l'aise avec la nudité. Je vais pas me foutre à poil comme ça. Et puis surtout, il faut pas que ce soit sexy, tu vois. Pour moi, le sexy, c'est quelque chose que je préfère réserver à certaines petites personnes. J'ai pas envie d'être à poil sexy. Et j'aime pas trop quand si je prends en photo des copines à poil, par exemple, si elles essayent de se mettre un petit peu à leur avantage et de rendre tout ça un peu érotique, ça me plaît pas. C'est ce que c'est pas amusant. La nudité, c'est hyper drôle pour moi. C'est surtout ça. Pourquoi? Parce que c'est n'importe qui, même la personne la mieux gaulée du monde, si elle marche à poil ou elle court à poil, c'est drôle en fait. Si elle fait aucun effort d'essayer d'être sexy ou quoi qu'est-ce, ben c'est drôle, il y a quelque chose de comique, tu vois. C'est quand même les choses se déplacent et c'est vraiment drôle. Pour moi la nudité c'est pas quelque chose de sexy. Donc quand je prends photo des gens à poil, il y a pas de. Ah, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans finalement, parce que tout le monde est d'accord pour dire que la nudité c'est un peu bizarre si t'es pas en train de prendre la pose et tu vois. Bah oui. Moi si j'accueille je veux dire, si j'ai un date, je vais pas m'allonger, je vais pas l'accueillir à poil debout, tu vois, ouais. Avec une lumière d'hôpital et secouer la main. Ben, je vais me mettre un peu lumière tamisée sur la tranche, tu vois, rentrer le ventre. Il y a quand même plein de. Il faut d'abord lui ouvrir la porte, ou peut-être mais ça pour moi c'est le domaine de l'intime, c'est agréable de jouer à ça quand t'es que à deux. Après sur les internets, je vais pas trop le faire parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui se pougne de l'autre côté. Ça me dégue donc. Mais en tout cas mes copains et mes copines que je prends à poil ils sont toujours plutôt, c'est vrai que ils sont à l'aise avec ça et le résultat c'est qu'en fait c'est pas choquant si c'est pas, tu le vois en fait. Je crois pas faire des photos de trucs choquants même si on voit beaucoup de nudité. Non, je pense que ça a plus un côté authentique justement, ou peut-être un peu ce que je trouve c'est qu'on a l'impression de voir quelque chose d'un peu vrai du coup, vu qu'on enlève le côté factice de la mise en situation du nu, tu vois. Là, c'était mon moment un peu intello, là. J'ai dit deux, trois mots compliqués à la suite. C'est vrai, je devrais parler peut-être comme ça plus, France Culture. C'est vrai que ce côté un peu factice. Non, mais j'allais te demander comment tu me dis que t'as mis un petit peu de temps avant de gagner de ta vie, en tout cas de trouver ce que t'aimais faire dans la photo. Là, t'as vu, je switch, je passe de la nudité. Non, j'aime bien. Mais je me demande, du coup, qu'est-ce que tu faisais, en fait? Comment tu gagnais ta vie? Avant de vraiment te professionnaliser dans la photo? J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait du babysitting, mais il y a eu un moment où ça a marché et un moment où ça a plus marché. Le babysitting? Alors, j'ai fait du babysitting, mais à un moment, il y a eu un des gosses qui a eu un accident pendant que je le gardais. Ah, il a fait quoi? Il est tombé, il s'est ouvert le bras, il était dans la chambre et donc déjà en fait j'avoue que c'était avec des parents hyper beige dans le 17e arrondissement. J'aimais pas du tout les mômes, ils étaient horribles, c'était deux mioches, deux garçons qui me disaient que j'étais débile si je comprenais pas des règles d'un jeu. Donc je les aimais pas trop, tu vois. C'était des vrais garçons. Ouais, non, mais c'était des espèces de petits pets secs là, ils m'ont vraiment cassé les pieds et il y en a un d'ailleurs qui était allé cafeter, que j'avais fumé une clope à la fenêtre de la cuisine à sa mère. Enfin, genre déjà, j'ai bien fait de lui couper le bras ensuite. Non, mais au secours, quoi. Bref, donc et puis un jour, il y en a un des deux qui, pendant que j'étais en bas, il était dans sa chambre, je sais pas, il a escaladé, je sais pas trop quoi, et il s'est ouvert le bras. Rien de grave, tu vois, elle en est pas morte, mais ça a arrêté ma carrière. Après, j'ai fait du stage de retouche de fringues pour un site, tu sais, des ventes en ligne de fringues. Donc toute la journée pendant un mois, je retouchais des fringues et des filles et des peaux. Donc ça, moi je suis très très geek. J'adore Photoshop, Final Cut, Illustrator, InDesign. Ça m'ambiance complètement. Mais là c'était chiant, mais j'étais pas trop mal payée. Puis j'ai fait aussi serveuse.
Attends, j'ai une question par rapport à tout ça. Tu me parles serveuse, babysitter, et il y a un de ces boulots où finalement t'es sur Photoshop toute la journée ou sur Ouais. plus proche de ce que t'aurais tendance à vouloir faire d'habitude, justement, peut-être que babysitter, quoi. Ah. Tu vois. Non, mais ce que je veux dire, j'ai une question, c'est que je parlais avec Marina Rollman, dont on a un petit peu parlé sur ce podcast, qui me disait que, en fait, c'était intéressant. Elle a commencé à vraiment s'épanouir à un moment où elle a arrêté d'écrire donc maintenant elle fait de la comédie, elle fait du stand-up, elle écrit des chroniques à la radio, et elle a commencé à vraiment s'épanouir à partir du moment où elle a arrêté d'avoir un travail qui lui demandait d'écrire finalement du contenu pour des boîtes, des trucs où elle était un peu plus proche de ce qu'elle aimait faire, c'est-à-dire écrire, mais c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire, et où en fait elle a commencé à faire des burgers dans un food truck. Et comme elle passait, ça c'est ma déduction, je sais pas ce qu'elle en pense, mais j'ai l'impression que comme du coup elle passait, elle dépensait pas son énergie créative sur un truc, le soir elle était plus à même de du coup recommencer à écrire, à faire des spectacles, et que c'est un peu ça qui lui a permis de vraiment se lancer dans sa vie. J'en arrive à ma question, c'est est-ce que t'as eu le sentiment que t'étais plus créative dans les moments où t'avais des jobs qui te demandaient pas de faire ça, tu vois, que dans les moments où par exemple tu passes ta journée sur Photoshop pour cette marque-là? Évidemment. Et surtout que après, par exemple, quand tu fais serveur, enfin, c'est hyper aliénant, c'est très fatigant parce que je l'ai fait 2 mois, donc je vais pas non plus dire que j'ai souffert, mais en fait, c'est très chiant et tu fais la même chose constamment. Quand tu rentres chez toi, t'es un peu vidé et t'as pas forcément plus envie que si tu passes la journée sur Photoshop assis, tu vois. Bon, après, la vie de bureau, ça m'a pas trop ambiancé non plus. C'est-à-dire que c'était dans un bureau avec des collègues. Et je préférais à la rigueur être active. Mais dans tous les cas, que ce soit babysitter ou serveur, ou faire des retouches ou que sais-je, je savais que c'était juste temporaire. Je peux pas, sinon en fait je déprime complètement. Il y a aucun moment où tu t'es dit ça y est, c'est ma vie. Bah non, non, jamais, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est ce que je m'étais dit. À la base, j'étais au lycée de Sète. J'avais pas spécialement la ville, c'est ça, la ville. Donc lycée Paul Valéry. Je salue tous les lycéens de Paul Valéry qui m'écoutent. Gros big up. Gros big up. Et en fait, j'ai eu mon bac, le lendemain, je m'étais barrée, tu vois, j'ai pas dit au revoir à mes copains, je suis partie. Je savais pas du tout ce que j'allais faire encore à Paris, mais je savais qu'il fallait que je sois à Paris. Je crois pas au destin et je pense pas que j'ai une grande destinée qui m'arrive, mais c'est juste que je suis pas faite pour je suis pas faite, ça veut dire que genre, en fait la déprime et le malheur pour moi ça va avec la vie de bureau ou de faire des choses, de faire constamment les mêmes choses. Comment tu le savais en fait ça? Parce que tu le sens, t'es malheureux, tu vois, t'es déprimé. Et en même temps, ça allait parce que je savais que ça allait pas durer, en fait. Ah, mais justement, il faut une certaine, est-ce qu'il faut pas une certaine confiance, en tout cas, dans le monde ou en soi, pour se dire, je sais que ça ne me va pas, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui me vont mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, je sais que ça ne me va pas, et du coup, je vais être malheureux toute ma vie parce qu'il n'y a rien d'autre? Je crois que oui. Je pense que c'est parce que je me fais plutôt confiance là-dessus et que surtout, je suis très, très optimiste. Donc, même si je peux avoir des moments de déprime, je sais que ça va pas durer. Tu vois, et puis en plus l'optimisme, c'est quand même certains pensent que c'est un peu les idiots qui sont optimistes, mais pour moi c'est surtout que quand tu penses que tu vas avoir le train, bah tu cours plus vite, et c'est vrai. Et d'ailleurs c'est une métaphore, mais en fait c'est la vérité, c'est-à-dire que la dernière fois j'étais persuadée que je allais la voir alors que bah j'ai couru plus vite. C'est vraiment très très beau ce que je dis. Ouais, c'est excellent. La vie c'est un peu comme les voyages en train, quoi. C'est ça. Mais non, mais en tout cas je savais bien que j'allais pas faire ça toute ma vie et qu'il y a un moment où j'allais trouver. Il fallait juste que je découvre comment et quoi. Mais du coup, t'étais pas quelqu'un tu fallait pas absolument que tu réussisses dans la photo. Enfin, t'avais pas un genre de grand rêve. J'ai pas un rêve de grande carrière de photo. J'ai juste envie de pouvoir me faire plaisir toute ma vie. Je sais que ce sera pas tout le temps des excitations, des voyages et rouler dans des billets. C'est pas ça, hein, attention. Mais je dis juste que j'ai pas une ambition sur les 15 ans, tu vois. Je sais juste à peu près ce que je vais faire dans l'année et comment faire pour pas m'ennuyer. Et parfois, tu fais quel choix je dois faire. Donc, je suis pas du tout... je suis pas là à me dire c'est génial et je vais arriver quelque part. Je sais juste que bon, ça c'est fait. C'est bien de temps en temps de prendre du recul et de me dire bon, bah quand même, j'ai voulu être photographe, bah je le suis. Et de temps en temps, c'est bien de se le dire quand même. C'est de dire ah bah j'ai réussi tel step, tu vois, c'est chouette. Donc, je suis très heureuse. Et puis, je vais continuer. Et je vais encore m'amuser, mais
C'est sûr que le moment où j'ai le plus avancé, c'est quand j'avais plus de thunes du tout, parce que en fait, à un moment, tu peux pas en fait faire des jobs à temps plein si tu veux à côté essayer de faire des trucs créatifs, c'est pas possible. Puis les mi-temps, va les trouver, c'est une galère. Donc j'avais plus d'argent du tout pendant un moment, mais c'était pas très grave. Hein. Je vais être jeune et pas avoir de thunes, ça va avec, tu vois. T'habitais où? Tu faisais comment? J'habitais à Wagram. D'ailleurs, je pense que ça a pas du tout aidé mon état mental. C'est juste à côté de chez moi, ça. C'est horrible. Je suis désolée, mais quand t'as un appart tout pété à Wagram, c'est que vraiment. Non, il faut. Ouais. Non, mais c'est un mouroir, tu vois. Ouais. Il y a que des vieux ou des familles. Tu sors dans la rue, t'as l'impression que les gens sont morts, en fait. Moi, j'écoute de la musique et je regarde devant moi. Ouais, mais toi, t'es dans un appartement de grands-parents déjà absolument, meublé, absolument. chaleureux, tu vois. Voilà. Attention. Moi, j'étais dans T'as grillé ma couverture sur le podcast. Je leur avais dit que j'avais une vie de... Non, c'est pas vrai. Non, mais tu vois, genre, j'avais jeté le clic-clac et les meubles Ikea, alors qu'en plus, t'es au 2e étage et qu'il n'y a pas de lumière qui rentre. Bon, voilà. Là, il y a eu une prise de conscience ou un truc. Ouais, mais c'est surtout que quand t'es au fond de la piscine, ça va plus vite de remonter, tu vois. Un coup de pied et buf. Quand t'as plus rien, tu te dis bon bah nique sa mère, je vais me bouger le cul. Et donc du coup, ça m'a quand même pas mal aidé, tout ce qui est internet et compagnie, tout ce qui est réseau social. Est-ce que tu crois que est-ce qu'il y a un danger dans le fait d'être un peu entre les eaux, justement, de pas être complètement au fond de la piscine et de pas être au top, et t'as des grandes ambitions, mais comme t'es pas dans un moment de panique. En fait, je trouve qu'il y a vachement à prendre dans les moments de panique. Les moments où c'est vraiment ultra dur, t'as une sorte d'instinct de survie qui surgit. Là, je fais des petites allitérations. C'est joli. T'as une sorte d'instinct de survie, et je trouve que dans ces moments, t'avances vraiment vite. Mais quand, à l'inverse, tu peux rester vachement longtemps dans des trucs un peu où t'es ni très bien ni très mal, tu vois. Ah bah bien sûr. Après. Certains ont pas besoin de ça, ont pas besoin d'être au fond pour pouvoir aller. Je pense juste que en fait quand t'as vraiment plus grand chose, tu vas plus vite. Alors que quand t'as encore, mettons, je sais pas, t'as pas à payer le loyer, et c'est une chance, tu vois. T'as pas à payer le loyer, ou t'es encore chez tes parents, etc. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir ta vie, ça veut dire que ça va juste prendre sans doute plus de temps. Puis ça dépend des personnalités évidemment, que quelqu'un qui a quand même pas, qui a moins de trucs. Tu te dis bon, il faut quand même que je me sorte un peu de ça. Après, pour ça que je pense, j'étais pas déprimée. C'est qu'en fait, j'ai eu des moments de déprime, mais c'était pas parce que j'avais pas d'argent. Parce que ça, vraiment, enfin, tu vois, c'est normal, en fait, d'avoir 20 ans et pas avoir d'argent. C'est normal. C'est plutôt, T'étais très déterminée, en fait, quoi. Bah oui. T'as fait quoi, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je te dis, j'ai produit, j'ai fait les trucs, j'ai demandé à des copains de poser, j'ai pris des fringues à des potes, j'ai fait des shootings. Et pareil, et j'ai proposé mes services, en fait. Puis j'ai fait plein de trucs, parce que j'ai fait des photos pour plein de gars, mais j'ai aussi fait des photos de soirée, de machin. Pas trop, hein, parce qu'il faut faire attention. Hein. Pas devenir le photographe de soirée. Ouais, il faut Sinon, faire tu attention. passes toutes tes soirées à prendre des photos. C'est ça. Et ensuite à les éditer. Ouais, c'est ça. Et bien, en fait, je dis ça parce que si il y a peut-être des gens qui écoutent et qui non, déjà, soit sont dans des jobs qui leur prennent tout leur temps, soit sont dans des moments où ils sont pas vraiment ni au fond, et qui ont envie, en fait, de se lancer dans des trucs créatifs. Ou peut-être de faire de la photo. Et c'est pour ça que je te demandais qu'est-ce que t'as fait à un moment, comment est-ce que tu te lances, en fait, comment est-ce que tu commences? Même si j'imagine qu'il y a des manières différentes, mais c'est vraiment de produire tout le temps. Donc en fait, en l'occurrence, quand je dis, c'est que j'avais tout le temps un appareil photo, et donc je faisais plein de photos, et j'organisais les shootings de mon côté, et je proposais donc de faire des trucs à qui voulait l'entendre. Mais surtout, cette période-là, qui est quand même un luxe, parce que c'est normalement un temps où tu gagnes pas d'argent, donc il faut quand même se le vouloir. C'est le moment où justement tu vas pas te faire trop de conneries avec des gens importants, si je peux me permettre. Ça veut dire que si tu foires un truc, un shooting, et que c'est pas si bien que ça, mais que c'était un truc pas payé avec des copains, c'est pas grave, tu vois. Mais t'auras eu le temps de savoir pourquoi t'as foiré, etc. Donc tu t'entraînes. L'avantage de la photo, c'est que tu peux l'emporter partout et que tu peux t'entraîner tout le temps, tu vois. Tu t'entraînes. C'est comme si tu faisais des croquis avant de pouvoir trouver un peu ce que tu veux. En revanche, je pense que si au bout d'un an et des poussières, ça avance pas du tout, et que j'aurais fait autre chose, si j'avais pas vu une augmentation, une progression, oui, j'aurais fait autre chose. Mais j'ai progressé, j'ai pas eu des pics énormes de progression, ça a été hyper normal.
Et j'ai évolué de manière tout à fait normale, donc je savais que ça allait aller. Je savais qu'à un moment, j'allais avoir une pub, puisque ça avait son sens. Après, quand j'ai été en agence et tout ça, je me suis dit, si je continue comme ça et que ça va tomber, en fait. Si tu fais les choses bien, ça tombe. En fait, produire, aussi, j'ai l'impression qu'il y a un gros avantage à la gratuité. Ah ouais. Niveau pression et niveau Bien sûr. et puis le fait que du coup t'as automatiquement des opportunités vu que finalement il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent qui ont besoin de services aussi. Bah, évidemment. Et ça du coup ça peut s'appliquer à plein d'autres trucs que la photo en fait. Je pense ouais, plein d'autres et puis la patience en fait aussi autre chose que tu dis c'est faut être patient. il y a un côté patient quoi où tu dis qu'il y a eu une progression linéaire et que quand t'es entré en agence tu t'es dit que après c'est hyper bien aussi d'aller voir des gens qui s'y connaissent hein. C'est-à-dire que il faut de temps en temps avoir un peu moins de pudeur et dire qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que tu vois c'est bien ou pas. Sinon parfois tu peux aussi être pas doué, tu vois, et c'est pas bien. Il faut que quelqu'un te dise, il faut le savoir. Il faut que quelqu'un dise je suis désolé, c'est pas bien, il faut se rendre compte que c'est pas bien, tu vois, et que c'est pas fait pour toi, parce qu'il faut faire attention entre le fantasme que t'as de ce que c'est qu'être photographe ou d'être réalisateur ou d'être acteur ou que sais-je et la réalité. Il faut savoir si ce que tu veux c'est être un photographe ou faire de la photo ou être un artiste et faire de la peinture, tu vois. T'as eu deux questions. Est-ce que je vais les faire une par une. C'est un truc que tu faisais, t'as cherché des mentors ou t'es allé voir des gens dont t'aimais le travail pour leur demander ce qu'ils pensaient du tien? Ouais. Enfin, je suis allée voir un photographe et puis j'étais devenue amie avec une agent de photographe qui s'appelle Philippine et qui est toujours une très très bonne amie, et elle m'a vachement aidée à juste m'expliquer pourquoi ça c'était mieux que ça. Ça veut pas dire que c'était subjectif, elle me disait genre tu devrais faire plus de cette manière-là et aller plus dans cette voie-là. Et après le reste elle m'a laissé, mais je comprenais pas en fait puisque je suis pas du tout de ce milieu-là, donc c'est difficile de comprendre comment ça fonctionne. Mais ce qui est très important de montrer son travail, pour ça que c'est bien les réseaux sociaux. Comme ça, tu as des retours immédiatement, c'est ça? Ouais. Ou t'en as pas, mais ce qui est aussi intéressant. Mais c'est bien de montrer son travail et d'écouter aussi les critiques et de faire attention à pas trop. Tout le monde emprunte de tout le monde et ça c'est pas du tout grave, mais il faut un moment, je crois que l'un des trucs les mieux pour être un artiste ou un artisan, c'est quand même qu'à un moment on puisse dire ça c'est le travail de telle personne. T'as trouvé plus ou moins ton style. C'est ça, c'est que j'essaye en tout cas ça veut pas dire que c'est le cas sur toutes les photos, mais a priori, si Dieu veut, si on regarde une de mes photos et qu'on connaît un peu mon travail, on se dit c'est Alice. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, hein. Ça marche pas toujours, mais c'est comme quand t'écoutes Nouvelle École par exemple. C'est Nouvelle École. Voilà, c'est ça. Mais quand t'écoutes un son, tu tombes pas par hasard sur Nouvelle École. Et tu sais quel est cet artiste, tu vois, tu te dis d'accord, ok, ça c'est, même si c'est un nouvel album, un nouveau titre. Ouais, donc montrer son travail, en fait, ça tu peux le faire maintenant avec tout, même ne serait-ce qu'avec Instagram, si tu fais de la photo. Oui, c'est hyper facile. C'est pépite, hein. Ouais. Et puis je pense que c'est cool aussi de se renouveler, déjà parce que comme ça on s'ennuie moins et pas toujours faire la même chose, que ça va, hein, les modes ça se lasse et tout. Parce qu'en plus c'est facile quand t'es jeune, tout le monde a envie, t'es jeune alors ils sont chauds les gens de t'engager des jeunes et tout. Donc il faut faire juste gaffe, faut continuer, faut pas se dire c'est bon j'y suis arrivé, ça va quand même très vite, hein. Tu peux être trending topic un jour et puis après mon vieux t'es plus rien. En fait il faut jamais il faut continuer à le faire par amour du process, c'est ça? Oui. C'est trop drôle, enfin à un moment la chance de pouvoir faire ce qui te passionne et de pouvoir vivre de ça, le luxe quoi. C'est-à-dire que je me lève assez tôt le matin, mais si je voulais, je pourrais me lever à midi. C'est quand même fou. Un mardi, tu vois. J'ai la possibilité de faire ça. Je suis mon propre patron. Non, mais c'est quand même... Tu es vraiment ton propre patron, en plus, parce que tu es présidente de ta société. Je suis présidente de ma société, ouais. Je voulais parler de ça, justement, mais juste avant, on parlait des fantasmes. Toi, il y a eu des trucs sur lesquels t'as fantasmé, ou en fait, quand t'as commencé à les faire, tu t'es rendu compte que c'était... La vraie vie n'était pas pour toi? En fait, non, mais par exemple, la mode, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus libre et beaucoup plus créatif que ça. Et après, je suis pas quelqu'un je suis assez réaliste, hein, donc dès que je commence à mettre un pied dans un truc, je sens et je déchante assez rapidement. J'ai pas passé des années à me dire oh mon Dieu, le monde de la mode c'est génial. Mais je pensais que ça allait être hyper bien, hyper beau, hyper libre, et en fait c'est pas très très marrant parce qu'il y a en fait beaucoup de contraintes de thunes, puisque le magazine ça se vend pas, les choses comme ça. Il y a beaucoup de publicité déguisée et tout ça, et c'est pas si excitant et c'est souvent assez ennuyeux en fait, hein. Donc ce qui est dommage. Puis surtout,
parfois tu travailles quand même avec des gens. Tu peux te retrouver à travailler dans la mode avec des gens pas très sympas, tu vois. Il y a beaucoup ça reste quand même de la fringue. Plus que dans d'autres milieux, tu penses? Ouais, parce que du fait de l'objet de l'intérêt qui est les fringues, etc. Il y a un contraste entre ce que c'est et à quel point les gens sont prom-dug par rapport à ça. C'est vraiment une affaire d'état pour moi je trouve ça hyper beau la mode et je dénigre pas, hein, mais il faut quand même se calmer un peu, hein, parce que ça prend des proportions parfois qui sont un peu bizarres en fait. Je te dis mais attendez les amis, c'est pas possible, vous pouvez pas parler comme ça reste. Puis c'est particulier parce que c'est quand même beaucoup de copinage dans la mode, donc je sais pas, il y a plus de prétention dans la mode que dans d'autres milieux, c'est ça en fait. Ça veut pas dire que c'est pas plus ou moins bullshit que la pub, c'est pas ça, hein, mais disons que là il y a plus de prétention, donc ça peut être un peu agaçant. Mais tu peux faire des choses très très belles. Mais il y a si tu notamment parce qu'il y a aussi les moyens. Pas tant de moyens, mais c'est qu'en fait justement moins il y a d'argent, plus tu feras des choses artistiques intéressantes. C'est intéressant, moins il y a d'argent, plus tu te mets de contraintes créatives et plus c'est intéressant, tu penses? En France. En fait, par exemple, si tu fais de la pub au Royaume-Uni, c'est quand même plus marrant qu'en France, tu vois. En France, ils sont encore un peu frileux, ils ont un peu peur. Il faut arriver à avoir du recul et pas avoir trop d'affect. Quand tu fais une publicité, tu sais pas trop ce que ça va finir à la fin, tu vois. Il peut y avoir tellement de gens en jeu que tu sais pas quelles photos vont être prises. Ils peuvent supprimer des gens parce que telle ou telle chose, c'est vraiment bizarre. Donc il faut pas avoir trop d'affection pour un projet. En mode juste, quand il y a moins d'argent, en éditorial, normalement, tu fais des photos plus belles puisque t'as une liberté, tu vois. C'est un peu c'est donnant. T'es payé pas grand chose, mais on te dit, bon, ben voilà, tu fais à peu près ce que tu veux. Mais non, à part ça, il faut juste... Mais la mode, ça peut être marrant, mais là, j'avais envie de gagner un peu d'argent quand même, donc je vais y revenir, mais il fallait aussi que je paye mon loyer. C'est ça que... Et c'est quoi alors, on parlait tu me disais que si tu voulais, tu te levais à midi et que toi t'as l'air d'être plutôt du genre à te lever tôt. Mais j'ai lu ça en tout cas, que tu te levais tôt. Ça ressemble à quoi en fait ton quotidien maintenant? Et déjà, il faut j'essaie de me trouver des habitudes parce que. Est-ce que t'as lu un bouquin je te coupe, je coupe tout le temps les gens. Est-ce que t'as lu un bouquin qui s'appelle Daily Rituals? Non. Qui est un bouquin en fait où sur des artistes, mais des gens qui écrivent plutôt, mais qui écrivent soit du texte, soit aussi de la musique, des compositeurs. Et il y a je sais pas 200 ou 250 gens très 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 connus, mais de Mozart à Stephen King, je pense. Et en fait, c'est leur rituel d'artiste, c'est-à-dire comment ils organisaient leur journée. Et à chaque fois, t'as une journée typique de cette personne. Ah, c'est bien. C'est hyper bien. Ça s'appelle comment? Daily Rituals. C'est pas mal ça. Et voilà, j'aurais dû t'amener ça en fait. Je t'enverrai ça comme cadeau de la part de Nouvelle École. Et en fait, tu te rends compte, j'en parlais récemment, tu te rends compte que la première chose dont tu te rends compte, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y a des mecs qui se lèvent le matin à 6h, ils écrivent pendant 4 heures, et après ils vont marcher dans le parc. Il y a des mecs qui se lèvent à 15h, qui se bourrent la gueule, qui prennent de la coke, jusqu'à 3h du mat, qui baisent, et ensuite à 3h ils commencent à écrire, et ils recommencent la même journée le lendemain, tu vois. Et le deuxième truc dont tu te rends compte, c'est qu'en fait ils ont quand même tous un rituel. C'est-à-dire qu'ils ont tous un rituel différent, mais ouais. T'es obligé parce que sinon tu perds la boule, parce que n'empêche que ça dépend pour qui, mais si j'ai pas des petits rituels, ça reste quand même un truc où tous les matins tu te dis je peux faire ce que je veux. Donc en fait cette liberté elle est assez grisante, tu vois, et elle est un peu, c'est un peu flippant, tu vois, malgré tout. Donc ça a mis du temps, hein. Il y a plein de moments où j'étais là et en fait tu paniques, j'étais un peu un lapin devant les phares. Donc au début je savais pas trop, tu vois, et maintenant je m'organise parce que sinon en fait ça pouvait te bloquer, c'est ça, la liberté? Ça fait un peu peur quand même. Et puis je sais pas, moi genre t'es à la fois hyper actif, mais ça te coupe un peu les jambes, donc tu restes sur le canapé un peu agrippé à dire bon, il faut que je le fasse, tu vois. Il faut que je me bouge et il faut que j'écrive, il faut que je dessine, il faut que je fasse des photos, j'en sais rien, mais il faut que je le fasse, tu vois. Donc ce que je fais surtout le matin, donc je me lève assez tôt. Je sais pas pourquoi déjà, même quand j'essaie de faire des grasses mat, j'y arrive pas. Tu dors bien toi? Très mal. Très très mal. Mais je suis trop excitée, je sais pas comment te dire, en fait, je suis trop excitée, je suis trop énervée. Je me réveille et puis en plus je sais pas, parfois j'arrive pas à m'endormir comme tout le monde et puis je commence à me chauffer sur un truc, alors je rallume la lumière et j'écris des trucs à la con ou je dessine, puis le matin tu te relèves. Mais comment t'arrives à te lever le matin du coup parce que moi pour le coup ça c'est mon problème, c'est impossible de m'endormir. Donc je vais me coucher à 22h, je me dis ouais génial. À 3h du mat, je me relève, je fais bon allez merde, j'écris sur mon ordi jusqu'à 6h, mais du coup souvent, enfin ça dépend pour qui, mais je trouve que c'est souvent assez mauvais ce moment-là, cette période entre minuit 5h, c'est mauvais, c'est hein. un enfer.
Le matin, tu te réveilles, tu fais, mais comment quand tu te réveilles à minuit, t'es là, tu fais, oh, putain, c'est vraiment extraordinaire, mais bien sûr, mais comment j'ai pu. Ah, est-ce que le travail que tu fais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et après, mais en fait, moi, ouais, c'est ça. Quand tu le fais, tu te dis, mais c'est génial, je suis hyper inspiré. C'est fou, ouais. Et tu te réveilles, tu te dis, oh là, c'est tellement nul. Ah, c'est mauvais. Et du coup, comment tu fais pour te réveiller si t'arrives pas à t'endormir? Tu dois te crever tout le temps ou? Ouais, je suis assez crevée tout le temps, mais surtout, je sais pas, je suis énervée. Donc en fait, quand je me réveille, c'est comme si, genre, je pensais à plein de trucs. Donc j'essaie de me forcer à me rendormir, parce que sinon, je me réveille souvent entre 6h et 7h, après je me rendors. J'essaye jusqu'à 9h. Je sais pas, je suis excitée parce qu'il y a plein de choses à faire et que c'est chouette, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Je trouve que la vie est assez excitante. Et le matin, c'est plein d'espoir, quoi. Oui, c'est ça. Le matin, c'est l'espoir. C'est le moment où j'ai le plus d'énergie le matin. C'est bien parce que là, on est à la fenêtre, on dit des choses comme le matin, c'est plein d'espoir. Mais attention, hein, parfois, je suis pas tout le temps Mister Happy. Mais non, je me réveille genre, je sais pas, entre 8 et 9h. J'ai mes petits rituels. Je mets France Inter. Ça, j'aime bien ça. Je mets France Inter à la radio. Puis je bouquine un peu. Puis surtout, comme je me réveille entre 7 et 9h, vraiment en vrai, ça me permet de procrastiner, tu vois. Je vais pas me réveiller en vrai à 5h du matin pour faire des pompes et du yoga, je peux pas, tu vois. Mais comme je suis réveillée, autant rien foutre dans mon lit. Donc les internets, bouquiner, écouter la radio. Les internets va devenir une expression officielle sur Nouvelle École. Au début, tu fais la blague et après, t'es tricard avec ça. Bref. Ok, je t'ai coupé, vas-y, continue. Non, tu procrastines? Ouais, je procrastine et puis je suis dans je sais pas, je kiffe un peu, tu vois, je mange. Ça me permet de pas culpabiliser quand tu vois, tu culpabilises pas. Et puis comme ça, à 10h, je suis partie parce que je peux pas bosser chez moi, j'ai vraiment du mal. J'ai beaucoup de mal, à part quand c'est, par exemple, des trucs. Là, en l'occurrence, je suis en train de faire du Adobe Illustrator, donc c'est un truc, il faut être précis et pas réfléchir. Donc ça va, je peux le faire. Il y a pas de problème. Mais si je dois réfléchir, j'ai beaucoup de mal chez moi. Surtout que j'ai beaucoup de distractions chez moi. Qu'est-ce que t'appelles réfléchir? Quel genre de travail, par exemple? Si tu dois réfléchir à écrire des trucs enfin, je travaille toujours mieux, en tout cas, ailleurs. Du coup, je vais, chez Iconoclast, ils me laissent ma petite place. Donc, je vais bosser chez Iconoclast. Puis comme il y a des gens qui travaillent à côté, je me sens un peu obligée, tu vois. Ils regardent. Donc, je me sens obligée de travailler. Tu te mets dans un environnement de travail pour t'aider à te discipliner. Bah, bien sûr. Sinon, je peux pas. Et puis après, tous ces petits rituels de kiff le matin sont surtout importants. Puis le soir, la semaine, j'essaie de pas sortir parce que sinon c'est moi je peux pas, je sais pas comment font les gars qui sortent le soir et qui le matin je peux pas en fait. Comme moi, ils remettent à demain. Je peux pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il me faut une matinée où je reste à rien brère dans le lit, tu vois. Donc je sors pas trop la semaine, à part peut-être de temps en temps un petit dîner de famille, tu vois. Un truc sympatoche, tu vois, avec les camarades. Mais sinon, je fais ça. Et puis le dimanche, surtout le dimanche, je fais des activités. Je sors pas le samedi soir, je vais plutôt sortir peut-être le jeudi ou le vendredi soir. Genre, rarement, je fais rarement. J'ai vu qu'hier, vous embêtiez des gens dans un restaurant parce qu'ils avaient amené une mauvaise bouteille de saké. Le saké était dégueulasse. C'était pas ça, c'était du saké, mais c'était un truc chinois. On aurait dit du parfum Paco Rabanne. En plus, c'était du 50 degrés, c'était immonde. Mais je suis assez sage, si je dois travailler le lendemain. Et puis le dimanche, je me fais des activités, je me fais un programme de port. Tu fais quoi, par exemple? Je suis à Paris comme une touriste. C'est-à-dire que j'ai plein de guides parisiens dans ma bibliothèque. J'ai toutes les applications parisiennes et C'est quoi? Donne-moi une bonne application parisienne. Il y a un truc qui s'appelle Dojo qui est pas mal. Ah oui, pour les restaurants. Okay. Il y a pas que les restaurants. Hein. Il y a aussi des activités, les musées, les machins. Et puis j'ai oublié l'autre truc. Dédicace. Je crois que je connais le mec qui fait Dojo. Donc s'il écoute. C'est pas mal ça. Ouais. Et puis Time Out. Surtout Dojo, ce qui est cool, c'est que c'est à côté de chez toi. Tu vois à peu près ce qu'il y a. Bref, il y a Time Out. Je regarde. Et puis donc j'aime bien le dimanche, genre faire les brocantes, les expos, tous les trucs parisiens de kiff. Le déjeuner, les machins. Tu fais ça seul? Non, avec des copains. Ou seul parfois, ça me gêne pas. Puis là, par exemple, ce dimanche, je pense qu'on va aller avec des copains, on va aller... Alors, c'est le salon des chiens d'aveugles. Alors ça, c'est ma petite passion, c'est les salons. Et là, ce dimanche-là, c'est les salons de chiens d'aveugles. Donc, rencontrer les chiens d'aveugles et les maîtres de chiens d'aveugles. Leur de parler, leur... Tu vas dans un grand salon et je pense qu'il y aura des chiens. J'aime bien les chiens, mais surtout... C'est tellement niche, sans mauvais jeu de mots, comme truc que genre j'ai envie de voir, tu vois. Et j'ai fait plein de salons. J'ai fait salon du mariage, salon du jouet ancien, salon de l'agriculture évidemment. Mais attends, où est-ce que t'entends parler des salons de chiens aveugles? Tu sais, tu fais sortir à Paris, Time Out, ou alors juste exposition. En fait, tu vis Paris comme une touriste un peu. Ah mais il faut, en fait. C'est bien ça. Si tu veux aimer la ville où t'habites, et ça c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs qui sont là. Si tu veux aimer la ville où t'habites, il faut
pas être flemmard. C'est comme avoir un petit copain ou une petite copine. Tu commences à te dire que c'est un acquis et que tu la baisses plus et que tu pètes au lit, bah à un moment évidemment que tu vas te dire que je sais pas comment tu vas te dire mais on est devenus potes, tu vois. Il faut faire les petits efforts. Donc il faut se forcer. Il faut pas devenir pote avec sa ville. Il faut pas devenir pote avec sa ville. C'est-à-dire qu'il faut se forcer à sortir de son arrondissement même si t'as la flemme, tu vois. Évidemment qu'on a la flemme et puis tu vois c'est tellement facile d'annuler au dernier moment parce que tu te dis vas-y, c'est dans le 14e la flemme. Faut pas trop s'écouter, faut un peu se forcer, aller voir d'autres choses. Tu te forces, tu t'écoutes pas. Et si tu vis un peu à Paris comme une touriste, tu te réserves un peu un jour comme ça où tu fais des activités un peu extrascolaires, tu continues à trouver ça merveilleux. Puis la chance de vivre ici, c'est fou, tu vois. C'est trop beau. Tu dirais que ça nourrit ta créativité un peu, ce genre de moment sans doute, mais tout nourrit ta créativité en vrai. Hein. Tout, hein. Quand je suis seule chez moi et que je me fais chier. Non, en fait, c'est vrai, je me fais jamais chier, mais quand je suis seule chez moi et que j'ai un petit moment de latence et que je me fais des blagues avec moi-même et que je me fais rire, ça nourrit autant ma créativité que si je passe une journée à faire 8 expositions et aller au cinéma, etc. avec plein de copains. Tu t'ennuies jamais, toi? Non. Quels sont les trucs inavouables que tu fais genre moi, je regarde des vidéos de Eminem pendant des heures. Alors, inavouable, rarement, enfin les trucs pas complètement inavouable. Ouais. Laissons ça pour Alors en fait, inavouable, il y a peu de choses parce que tu vois genre en fait, je le poste parce que si ça me fait rigoler ou si ça peut faire rigoler un de mes copains, j'avoue que je vais le poster sur les Instagram, mais sinon sur Instagram, pardon, faut que j'arrête. Sinon un truc inavouable, j'aime bien les vidéos des youtubeurs. Mais seulement mais deux youtubeurs qui me font particulièrement rire parce qu'ils ont des idées de jeux hyper drôles, c'est McFly et Carlito. Est-ce que c'est les mecs qui font la radio dans la voiture? C'est trop drôle, ça. C'est ça? Ouais. C'est eux? Où il y a la radio qui passe, ils coupent la radio et il faut continuer à parler. Idée. Et j'essaie d'ambiancer tous mes potes. C'est génial. J'ai envie de faire ça prochaine fois que je pars en vacances, je fais ça pendant. Et ils font des jeux bien sympas et à chaque fois j'essaie d'ambiancer mes copains, mais bon, ça c'est des trucs un peu inavouables, mais c'est pas vraiment inavouable. Il y a rien d'inavouable que je fais chez moi. C'est quoi ta règle pour partager des trucs est-ce que tu t'en fous complètement et dès que t'as une idée, tu la partages genre une story sur Instagram, ce genre de choses, ou est-ce que tu vas quand même faire passer un petit quality check? Il faut que généralement je m'en fous à 80%. Maintenant, je vois juste que en fait, il y a un des trucs. En fait, si ça me fait rigoler ou si ça fait rigoler un copain, ça c'est sûr, j'ai envie de le poster. T'as des gens en tête quand tu postes un truc? Parfois, ouais. Et je sais que j'adore quand je vais le poster et dans les 5 minutes, je vais recevoir le petit haha de la personne en question. Ça me fait trop rire. En revanche, je vois un truc, et ça c'est vrai, maintenant, tous les trucs que je poste des gens, tu sais, parfois il y a des gens qui ont des têtes pas possibles, un peu Pixar, qui ont des fringues incroyables. J'aime bien, tu vois, parce que ça me fait rire et puis ça me rappelle ce que je peux faire, tu vois. Je sais pas, les gens sont quand même relativement drôles, tu vois. Je l'apprends pas. Mais maintenant, les gens se retrouvent. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais à Berlin, il y a 2 semaines, et puis il y avait un gars habillé tout en blanc, avec une coupe de cheveux, il était nickel et tout. Un peu gros comme ça, avec un costard, mais il avait une position, c'était un dessin, tu vois. J'ai pris une photo, j'ai mis en story, bref. En plus, il était dans le soleil, et 5 minutes après, il y a une meuf qui m'envoie une photo de moi de dos, dans ce même café, où j'avais pris le gars en photo. Et je lui demande, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, bah, c'est toi. Et elle me dit, le gars en question s'appelle Tatata, et lui aussi t'a pris en photo Tatata. Et j'ai trouvé ça fou. À la fois, j'ai trouvé ça génial, parce que, quand même, c'est incroyable, tu vois. Et en même temps, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un peu attention. Et tous les rangs, par exemple, il y a aussi les random guys. J'aime bien quand je vois, tu fais random guy of the day. Ouais. Souvent, tu prends des gens au hasard. C'est des garçons qui ont des têtes un peu, je sais pas, ils ont la grâce, tu vois. C'est pas, ils m'attirent ou il y a pas un truc, tu vois. Il y a pas d'attirance avec cette personne, j'ai pas envie de le draguer, je leur parle jamais, tu vois. Mais ils ont la grâce, il y a quelque chose d'attendrissant ou de mignon ou de marrant chez eux. Et je le poste, et ben, les 80% ils se sont retrouvés. Ils m'envoient un message ou ils postent un commentaire. Parce que, est-ce que, j'allais te poser cette question par rapport à ces personnes, est-ce que tu leur demandes si tu peux les prendre, tu les prends de manière non, je suis hyper sournoise. Furtive. Non, je suis sournoise. J'ai une technique que je dévoilerai pas parce que j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Parce qu'un magicien ne dévoile jamais son meilleur tour. Exactement. Mais sachez que je suis extrêmement douée et que personne ne verra quand je fais la photo. Mais j'ai plein de potes non, je demande pas parce que c'est
c'est un petit moment, mais après c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, si tu leur demandes, ils vont prendre la pause et c'est moins intéressant. Bah oui, ils ont la grâce, c'est pas parce qu'ils sont super mignons, c'est parce que je sais pas, souvent c'est dans le métro, ils sont dans leurs pensées, mais je sais pas, ils sont attendrissants à ce moment-là, et si je leur demande, ils vont leur vie, tu sais, tu demandes à quelqu'un de prendre une photo, c'est très rare que leur attitude change. Bah alors du coup, comment tu fais quand t'es avec sur un tout autre contexte, si t'es sur un plateau et que tu dois faire un shooting, mais que même pour des gens connus, que je sais que t'as fait ça avec PNL, ASAP Rocky, etc. Comment tu fais pour leur faire prendre la pause du coup, ou pour prendre des images que tu trouves toi bien, puisque t'es plus du genre à prendre des moments? Bah alors c'est un peu difficile en fait c'est difficile, c'est juste qu'il faut s'adapter, parce que par exemple PNL, ils sont hyper sympas. Mais ils sont quand même dans le contrôle et il y a des idées qui sont pas passées parce que tout le monde n'est pas chaud pour faire ce que t'as envie de faire, tu vois. Surtout moi, je vais toujours aller vers quelque chose d'un peu second degré ou d'un peu, tu vois, Ouais, PNL, c'est pas trop leur tasse de thé. Mais ils étaient hyper sympas et surtout très très polis. Donc eux, en fait, c'est juste, il faut que je vais pas être, je suis pas Mickey, tu vois, donc je vais pas être là, ah, it's so great, yes, keep doing it. Mais il faut quand même que j'ai une relation avec eux, que je m'entende avec eux et que j'arrive à comprendre comment ils fonctionnent. Qu'est-ce qu'il faut que tu crées un contact avec eux? Bah oui, un petit peu. Que vous vous entendiez bien ou qu'il y ait une sorte de courant qui passe? Bah oui, c'est pour ça qu'au début c'est toujours un peu difficile, toujours un peu malaisant les premières photos et j'ai toujours un premier sentiment de panique parce que la personne tu la connais pas et que tu dis putain comment je vais l'amener sur ce terrain-là, tu vois, sans la brusquer parce que je suis assez brusque quand même. Quand c'est avec des amis à moi, j'ai pas du tout j'y vais directement, je dis non, bouge pas, fais ça, allez, fais-le, et tu vois, je peux être assez agressive. Quand c'est des gens que je connais pas, je peux pas me permettre d'être comme ça. Mais donc, en fait, j'essaie d'être le plus à l'aise, je me force à avoir confiance en moi, tu te forces un peu, et après, tu les amènes où tu veux. Mais ça dépend des gens, tu vois. Par exemple, le PNL, en effet, s'il m'avait laissé carte blanche, j'aurais fait encore plus, tu vois, j'aurais poussé tel ou tel truc. T'aurais fait quoi, par exemple? Bah, j'en sais rien, mais déjà, je pense que je les aurais mis torse nu parce que pour le coup, ils sont hyper musclés, donc c'est pareil, c'est trop graphique, tu vois. Et c'est marrant, tu vois. Mais, je sais pas trop ce que j'aurais fait. Par exemple, là, ce que j'ai fait avec Mid, mais lui, je le connaissais, donc, on avait déjà une relation avant, donc c'était hyper facile de le guider, et tous mes amis, c'est pareil, en fait. Tu peux les guider, mais il faut avoir une relation. Et il faut que tu comprennes ouais, mais il faut oser demander parce qu'en fait au pire ils te disent non, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut demander s'ils veulent bien faire ci ou faire ça, ou si ça leur parle, ce genre de choses. Voilà, mais il faut pas moi je sais pas dans un truc de trop de manipulation et tout, j'aime pas trop le truc faut pas triquer, est-ce que tu le sens en fait. Ouais. Tu sais, le truc non mais tu peux juste enlever ça. Ouais. Je demande frontalement, j'essaie de donner mes arguments, tu vois. Et puis c'est peut-être aussi comme ça que t'établis un genre de confiance. Je donne mes arguments, essayons, tu vois, et je pense que ça peut être drôle, et puis ils veulent ou ils veulent pas, et puis s'ils veulent pas, il faut pas avoir d'ego, tu vois, il faut dire bon bah c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est pas pour toi, c'est pour eux. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de vraiment rater un truc comme ça? Un shooting? Ouais. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais raté? C'était un raté. Attends, est-ce que j'ai Oui, attends. Oui, j'en ai déjà raté. C'était jamais très grave, mais ouais, tu rates un peu. Parfois c'est pas de ta faute. Et tu vois, parce que c'est un concours de circonstances, tu vois. Genre, tu peux, au dernier moment, il y a une couille et du coup, tout fout le camp. Donc, évidemment, mais faut pas trop avoir peur de rater. Surtout comme j'ai raté un peu avant de faire des trucs qui étaient un peu graves, ça va. Mais parfois, tu rates des choses, évidemment. Mais bon, J'allais te demander un truc, par rapport à, on parlait des shootings. À quel moment est-ce que pour toi, ça devient un travail? Tu sais, tu dis que t'aimes bien t'amuser. Et à quel moment est-ce que pour toi ça devient chiant en fait? T'as l'impression de faire la même chose ou est-ce que ça t'arrive vite ou pas? Il y a des trucs qui sont plus chiants que d'autres, évidemment. Par exemple, il y a plus de contraintes dans la publicité. Et en même temps, c'est intéressant, mais ça peut pas être tout le temps hyper fun en fait. Par exemple, là j'ai passé une semaine début août sur une immense croisière d'une marque dont je tairai le nom, mais vous voyez ce que c'est genre il y a 3000 personnes et c'est des bateaux de 12 étages pour faire justement un livre photo au gars, là, à Mid et autre chose. Et bon, déjà c'est un truc assez, c'est horrible, hein, vraiment je le déconseille à n'importe qui, mais même les moments qui pourraient être chouettes, quand tu prends des photos, tu dois être tout le temps sur le qui-vive, donc je devais faire beaucoup de choses, produire beaucoup. Tu peux pas vraiment t'amuser, tu vois.
À un moment, on a fait du Segway, par exemple. Je sais que je spoil, mais on a fait du Segway. Et en vrai, si j'avais pas eu mon appareil photo, j'aurais kiffé de ouf, tu vois. Mais là, tu dois regarder à quel moment tu peux prendre la photo, etc. Donc, t'es tout le temps un petit peu stressant. Donc, mais c'est quand même amusant, tu vois. Mais dans l'idée, au moment où tu fais ça, ou le moment où t'es sur Photoshop pendant 12 heures, pareil, ou Final Cut, ou que sais-je, évidemment que c'est un peu chiant. Et tu t'ennuies. Mais ce qui est trop bien, c'est l'idée de le faire, d'avoir un produit fini, de voir toutes ces étapes, tout ça c'est excitant, c'est jamais hyper amusant et tu rigoles trop. Sur les shootings, tu fais un 9h 19h et toute la journée, surtout quand il y a beaucoup de gens, quand c'est la publicité, donc il y a plein de gens, il y a plein de trucs en jeu, etc. Il faut que tu sois sympa déjà toute la journée. Tu peux pas être relou, en fait, c'est pas tes potes, tu vois, c'est des gens avec qui tu travailles. Et c'est difficile d'être sympa toute une journée. Parfois il y a des trucs qui marchent pas, tu vois, c'est difficile d'avoir ce que tu veux, ils changent d'avis, etc. Ce qui est normal, ça fait partie du job, tu vois. T'es payé pour ça, donc tu peux pas te plaindre s'ils changent d'avis. Mais c'est pas ça qui est amusant. En fait, quand je dis que je veux m'amuser, ça veut dire que, demain, je vais faire une publicité pour telle chose, mais je sais que dans 2 semaines, je vais, faire un lit photo pour un musicien, que dans 3 semaines, je vais dessiner, une étiquette pour du rosé, et que tu vois il y a tout ce truc là, et que c'est que je change tout le temps. Et en fait tes projets se nourrissent un peu des uns des autres, t'es pas que cantonné à la photo ou au dessin, ou les opportunités se créent sur tous les fronts pour toi un peu. Oui, mais c'est plus ça va, plus c'est comme ça, c'est-à-dire que tout le monde fait un peu beaucoup de choses, hein. Puis tu te dis, attends, je sais un peu dessiner, il faut quand même que ça serve à quelqu'un. Donc si ça sert à un copain et tout, mais c'est pareil, je veux dire, je suis pas payée, tu vois, mais ça fait rigoler. La carte de Noël, c'était marrant, tu vois. Et je l'ai fait parce qu'en plus, j'aime bien le dessiner, parce qu'il est facile à dessiner, et ça lui fait plaisir. Tu dirais que tu bosses combien d'heures par jour Je sais pas, tu peux pas trop savoir dans des trucs comme ça. Parfois, tu passes une semaine à rien faire, et puis ça se trouve, t'as travaillé pendant ce temps-là, tu vois, j'en sais rien. Parce que ton cerveau a avancé, voilà, c'est ça? C'est ça, parce que t'es tout le temps en train de réfléchir à la couleur du ciel. Non, mais je sais pas, je peux pas dire combien je bosse par jour. Ça se quantifie pas en heures par jour, ça se quantifie pas du tout. Tu sais, tu peux savoir combien d'argent t'as gagné dans l'année, et si t'es heureux, c'est qu'a priori ça se passe bien, en fait. C'est que si à la fin du mois j'ai passé un bon mois, c'est que j'ai suffisamment travaillé. En tout cas, pour ma part, j'ai besoin de travailler. Sinon je panique un peu, en fait. Si je travaille pas, je deviens tout de suite très déprimée. T'arrives à couper complètement parfois? Complètement. Ouais, la dernière fois je suis partie dans les Cévennes, dans une cabane dans les arbres, sur Airbnb, toute seule. Je me suis chauffée, sans internet. Ah ouais, faudrait que tu me donneras l'adresse. Il y a une section cabane dans les arbres sur Airbnb. Ah ouais? Ouais. Et puis je voulais faire une retraite silencieuse dans une abbaye, mais ils avaient plus de place. Ah, Vipassana? Je sais pas, non, j'ai tapé retraite silencieuse, j'ai appelé 3 curés qui m'ont dit que c'était complet. Et j'ai fait, je vais peut-être pas me... Tout le monde essaie de sortir. Mais tout le monde a envie de... c'est une nouvelle lubie, mais en même temps, c'est drôle. Mais c'était pas mal, parce qu'en fait, finalement, j'ai passé ces 4 jours dans les Cévennes seul tout, là. Je marchais un peu, puis c'était agréable, ça sentait le bois et tout. Je me faisais mes petites popotes. Puis j'ai bouquiné, surtout, et en fait, j'ai fait que ça. Donc, je me réveillais, je bouquinais. Et c'est difficile, quand tu dois réfléchir à plein de choses, d'être apaisé, de pouvoir lire tranquillement. Donc de temps en temps je coupe, puis là quand je suis partie à Berlin aussi pareil, j'avais envie juste de me faire un week-end, parce que quand tu voyages, je voyage beaucoup pour le travail, c'est pas la même chose que quand tu voyages pour le loisir, on va dire. C'est pas du tourisme. Non, c'est un petit peu comme si t'avais un avant-goût, c'est un peu comme des petits canapés, tu vois, c'est les hors-d'œuvre. Tu as un petit avant-goût de la ville, tu sais ce que c'est que l'ambiance, après, tu vois, tu sens, t'as un peu le nez, mais tu manges pas, tu vois, t'as faim encore. Là je suis partie 10 jours en Asie, j'ai fait genre 5 villes en 10 jours, tu vois. Et ici, souvent, mes potes m'ont demandé c'était quoi que t'as préféré, et tu peux pas dire, t'es là, genre, c'était un peu indigeste, tu vois, mais c'était marrant. Mais c'est trop chouette de pouvoir voyager aussi, quand même incroyable, ça, tu vois. Tu voyages tout le temps, mais après, je pourrais pas le faire. Il faut être entouré, tu vois, il faut avoir moi, j'ai la chance, c'est que souvent, je vais avec un assistant que j'aime beaucoup et avec qui je rigole bien. Mais sinon, franchement, voyager tout seul, c'est chiant de ouf, quoi. Tu sens hyper seul, surtout dans les grandes villes. Oh ouais, et dans les aéroports. Mettre toujours dans des hôtels, tu sais, pas les hôtels de charme mignons, ou mettre dans un hôtel tout pété, qui ressemble à n'importe quel autre hôtel, avec beaucoup de gens et beaucoup de mecs en costard, avec des attachés caisses le matin, non.
Non, c'est sûr que c'est pas drôle. Après, c'est chouette. C'est 2 petits jours, quand c'est 2 jours comme ça, c'est quand même assez marrant. Donc c'est bien de couper de temps en temps. Il faut se barrer, hein. De toute façon, quand on a la possibilité de pouvoir se barrer, il faut se barrer. Là, je suis pas partie en août et je suis pas vraiment partie cet été. Mais parce qu'en même temps, je me dis, je fais un métier où si j'ai envie de partir 2 semaines en vacances, je peux y aller quand il y a personne. Donc autant en profiter, tu vois. Ça a marché assez vite finalement pour toi dans la photo. Enfin, disons que 3-4 ans, c'est ça Ouais, raisonnablement vite, on va dire. Raisonnablement vite. Est-ce que parfois, et là, pour le coup, ça a l'air de vraiment bien marcher en ce moment, et les gens parlent pas mal de toi, il y a tout une hype un peu cool autour de toi. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Et est-ce que parfois t'as peur que ça disparaisse, que tu sais, on en a parlé au début du podcast, tu disais il faut faire aussi attention aux effets de mode, aux tendances, etc. Est-ce que parfois t'as peur d'être un peu moins dans le coup, ou j'ai pas peur, je sais que ça va arriver inexorablement, mais que Inch'Allah, quand ça arrivera, je serai déjà autre part, en fait. C'est surtout ça. C'est que il faut un peu s'en foutre, surtout faut pas que, tu vois, y a pas vrai, c'est pas ça n'est pas matériel, tu vois. Ça dure pas. Je trouve ça hyper bien, les réseaux sociaux, pour quand t'es dans la créativité, on va dire, ou dans l'artisanat même. C'est quand même plutôt pratique, il faut quand même se l'avouer. C'est bien, ça va vite, tu vois, les gens savent. Pas besoin d'aller checker un site internet pour savoir ce qu'il y a de nouveau. Donc ça, c'est vraiment terrible. Mais pareil, en effet, tout ce qui est hype et effet de mode et tout, je sais que de toute façon, ça peut pas durer, en fait. Même les plus grands photographes, les plus grands photographes ou les plus grands artistes, artisans, ils continuent à faire des pirouettes quand ils ont des jobs. Et ils savent que c'est du one day, tu vois. Quand j'ai un job, je suis contente, par exemple, ou quand je veux gagner un peu d'argent, mais je vais pas prendre cet argent et aller tout flamber, en fait. Pour moi, je suis pas là, c'est génial, et puis je vais aller m'acheter une Rolex, tu vois. Je sais juste que c'est bien, c'est très bien. Mais, ça se trouve, le prochain job sera dans 6 mois, tu peux pas savoir. Puis ça arrive tout le temps, en fait, hein. Parfois, tu marches 1 an, puis pas l'année d'avant, parfois 1 mois. Faut juste avoir une longueur d'avance là-dessus, et puis surtout, pas se dire que c'est trop bien, et que c'est bon, tu vois. C'est jamais bon dans ce métier. C'est jamais bon. Est-ce qu'il y avait des choses qui ont fondamentalement changé dans la manière dont tu vois le monde depuis que tu bosses, depuis que tu fais ce métier? Je dis ça peut être plein de choses différentes. Moi, je pensais à, tu sais, le rapport à la beauté, par exemple. Quand tu fais de la photo, en tout cas dans la mode, t'es toujours avec les gens les plus beaux du monde, en fait, d'une certaine manière. Est-ce que ça finit par presque te blaser, ou tu fais même plus attention, alors que pour peut-être le reste du monde, ce serait incroyable, tu vois, d'être avec des gens comme ça. La beauté, ça fascine vachement. Ah oui. Après, ça dépend des personnalités. Moi, ça m'a jamais fasciné, la beauté, parce que c'est la génétique, donc c'est un coup de bol, tu vois. Donc ça me fascine pas très longtemps, à part si ça bouge pas, tu vois. Donc c'est-à-dire que sur mon lit là, s'il y avait allongé un homme très beau et qui bougeait pas et que je toucherais pas, ça pourrait me fasciner, tu vois, de regarder ça. Mais en fait, à partir du moment où ça s'anime, je sais pas, c'est pas ça qui me séduit chez quelqu'un, et c'est que ce soit une femme, un homme, si elle me parle, c'est pas sa beauté ça me fascine pas du tout. C'est le charme, tu vois, c'est le travail, en fait. Je suis pas du tout fascinée par la beauté ou la célébrité, je m'en fous. Il a rien fait pour être beau comme il a rien fait pour être moche, tu vois. Et puis souvent, en plus, faut quand même qu'on se le dise, quand t'es très beau à la base, c'est comme avoir beaucoup d'argent, ça t'aide pas ça te donne pas envie de travailler le reste, tu vois. Non, mais j'ai rencontré quand même pas mal comment tu veux développer un charme si t'en as pas besoin, en fait, tu vois. C'est pas de leur faute, tu vois, mais si t'es hyper beau, c'est évident que tu vas attirer quelqu'un, tu vois, tu vas attirer tout le monde, les gens sont attirés par ça. Mais même moi, je suis attirée par la beauté, mais très rapidement, ça devient chiant. S'il y a pas quelque chose derrière, tu t'ennuies. Pour ma part. Puis il y a un truc aussi hyper troublant avec la beauté, c'est qu'en fait, quelqu'un de très très beau, et si pendant 1 seconde, il va faire une tête et il sera beaucoup moins beau, ça peut être hyper dégoûtant. Je sais pas comment t'expliquer, je trouve ça assez répulsif de voir quelqu'un de beau, et soudainement, il est plus beau, c'est répulsif, alors que quelqu'un qui est pas particulièrement beau, qui a une tête bizarre, tous les petits défauts qu'il a, tu les aimes de plus en plus parce que ça se transforme, etc. Tu vois un peu là, c'est vraiment magique, tu vois. Ouais, mais quelqu'un de beau, en fait, c'est trop. Bon, pour ma part, je trouve ça pas très attirant. Je trouve ça chouette à photographier, mais ça m'attire pas du tout, quoi. Le côté fantasme qui se brise dès que tu vois une imperfection. Ouais. Alors que l'autre truc peut-être plus imparfait, c'est un peu plus. Exactement. C'est pour ça que quand ça parle, quand je dis ça, j'englobe tout, mais
soudainement quand la personne s'anime, tu vois, et ben si en fait sa personnalité est pas au même niveau que sa beauté, bah c'est nul en fait, c'est pas du tout excitant, t'es là genre oh, c'est ennuyeux, tu vois. C'est dur quand si t'es méga beau d'avoir une personnalité aussi hyper dur. Vaut mieux être semi beau quoi. Ouais, il vaut mieux être dans une petite neutralité. Il vaut mieux en vrai, il vaut mieux avoir une tête un peu bizarre parce que c'est les choses dont tu te lasses pas en fait. Faut pas être hyper quand je dis bizarre, c'est juste ça fait chier si t'as un tout petit visage et un nez de 22 centimètres, tu vois. Mais en même temps, je sais pas, t'es obligé de développer un charme, en fait. Et puis généralement, tu vas devenir marrant. ou alors tu vas dans l'autre sens, tu vas très forcément triste. un truc que tu développes un peu plus, tu vois. Ouais. Après, c'est l'adolescence est moins marrante, je présume, mais de toute façon, l'adolescence, c'est toujours ripou pour tout le monde. Toujours que tu sois riche, pauvre, gros, mince, et on va toujours se foutre de ta gueule, donc... Mais donc non, je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez équitable en fait, parce que tout le monde en prend dans la gueule. Justice. Il y a une justice évidemment. Tu peux pas tout avoir, tu vois. Mais en revanche, tu vois, par exemple, s'il y avait, ça me gênerait. Voilà, s'il y avait un super beau garçon comme ça assis sur ma commode qui parlerait jamais, que je pourrais regarder tout le temps, ça me plairait, tu vois. Ouais, enfin, ce serait comme un tableau quoi. Ah bah oui, comme les ça. tableaux que t'as ici. Bah c'est ça. Mais c'est pour ça que les gens, quand tu peux être fasciné par la beauté, mais il faut pas que ça c'est rare quand ça vit que ce soit tes espérances soient. On arrive sur la fin. Ouais, sur la fin. Qu'est-ce que déjà si du jour au lendemain la photo c'était fini, tu pouvais plus en faire. Pas parce que t'as plus de main, mais parce que on veut plus, tu peux plus faire de photos. Qu'est-ce que tu ferais? Bah tu verras. Parce que ça va arriver forcément un moment. Tu crois? J'en sais rien, mais je ferai d'autres choses, mais tu verras. Surprise pour moi, surprise pour toi. Est-ce que y a un truc est-ce que toi tu as un problème et tu te dis si j'avais pas ce problème dans ma vie, genre vraiment ça marcherait beaucoup mieux? Oui. Quel est-il? J'ai problème de, je sais pas si c'est exactement ce que, problème de pudeur peut-être ou d'intimité. Non, moi c'est plus, c'est ça, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est le mot. Ça irait plus vite si, oui, je pense que c'est la pudeur. J'aime pas trop paradoxalement, dès que c'est un petit peu trop intime, j'ai beaucoup de mal à ouvrir les vannes. Donc ça peut te bloquer, tu vois, parfois. Ça peut te bloquer parce que humainement, ça peut être compliqué. Ça dépend avec qui, mais on va dire que, ouais. Quand c'est trop intime ou quand c'est sentimental, etc., j'ai tendance à vouloir me barrer. En amour, par exemple, tu veux dire? Ouais, plutôt en amour, ouais. Mais après, je pense que les choses évoluent, mais en fait, non, je pense que j'ai de la pudeur en règle. Ça me fait pas avancer parce que dans le travail, ça fait chier d'avoir de la pudeur parce que c'est normal, hein. Ça veut dire que t'as pas confiance en toi sur certains trucs, mais il vaut mieux pas en avoir trop parce que sinon t'as pas de retour et t'avances pas. Il faut arriver à se dire ok, très bien. Je sais pas, je pense que c'est pas plutôt qu'il faut avoir ta pudeur mais arriver à la dépasser, parce que si tu l'as pas cette pudeur et que t'es pas obligé de la dépasser, est-ce que finalement t'as cette sensibilité de ce qui est nouveau, ce qui est original et ce qui en fait parle parce que justement tu dépasses cette pudeur, tu vois. C'est si tu l'avais pas cette pudeur, est-ce que tu pourrais savoir que lâcher ce truc, enfin produire ce truc qui soit artistique ou autre chose, que c'est nouveau, que c'est fort parce que justement ça va au-delà de la pudeur. Mais il faut déjà en partant. J'espère que les gens ont compris ce que j'ai dit parce que moi je comprends, mais en partant de l'idée que ça veut dire que tu sais déjà que à ce niveau-là t'es pudique, tu vois. Mais le problème c'est que quand tu sais que ce qu'il faudrait que tu te dises, c'est ce que tu dises et que tu racontes, c'est ça, et que tu tournes autour du pot pendant longtemps. Alors qu'au fond, tu sais que ce qu'il faudrait dire, c'est ça, mais que t'as trop de pudeur pour pouvoir le dire. C'est ça qui est un peu dommage. Donc ça, faut faire attention et ça arrive à beaucoup de gens, hein. Mais ça, je crois que c'est un truc qui me fait un peu reculer. Ou pas, enfin, reculer, mais qui me... te freine. Voilà. Mais ça va changer. Ça, je vais trouver un moyen, je vais trouver un tricks. Il y a une question que je pose souvent aux gens à la fin du podcast, c'est qu'est-ce que tu dirais à une version plus jeune de toi? Donc souvent, je leur dis, quand ils ont 30 ans, je leur dis qu'est-ce que tu dirais à toi à 20 ans? Et à toi, j'ai envie de te poser une autre question. C'est si t'avais 50 ans de plus, si t'avais 75 ans, et que tu pouvais revenir dans le temps, à ton avis, qu'est-ce que tu dirais à Alice de maintenant?
Putain, c'est vachement dur. Ouais, c'est hyper dur. Oh, je sais pas. Il faut avoir sacrément du recul. Est-ce que je me dirais, je sais pas, je me dirais un truc genre épargne, un truc comme ça. Parce que c'est pas tant que je suis dépensière, c'est juste que à partir du moment où tu vis à Paris, c'est marrant comme réponse. je pense que je me dirais ça. Parce que là, j'ai essayé de m'ambiancer pour voir combien coûtaient des appartements. J'ai fait ah oulala, ça va être compliqué là. Toi, t'as envie d'acheter? Bah c'est pratique, tu vois. Mais putain, épargner quoi, c'est pas possible. Puis oh là là, non mais d'imaginer devoir parler avec des banquiers et tout, l'angoisse. Ouais, peut-être ça. Mais après, je sais pas. Peut-être épargne. Ou peut-être que je me giflerais, mais juste pour voir le plaisir de gifler mon moi du passé, tu vois. Tu mettrais quoi? Et dernière question, sur la nouvelle, celle-là aussi. Si tu devais faire ton dernier post Instagram, après t'as plus le droit d'en faire, tu mettrais quoi dessus? Attends, après je meurs ou après j'ai juste Non, le droit tu meurs pas, juste c'est ton dernier post Instagram, tu vois. C'est la fin, quoi. Le clap de fin. Je pense que je ferais une vidéo de moi d'1 minute où je marche sur la falaise comme ça au ralenti. Je regarde de loin, tu vois. Puis dernière seconde, je regarde la caméra, je baisse les yeux en silence et là fond du noir. Sans musique, juste le bruit des oiseaux. Je pense que ce serait une belle manière de finir. Ouais. Voilà. Bah merci Alice d'être venue sur Nouvelle École. Bah merci beaucoup de m'avoir accueilli dans mon canapé. Ouais, t'es la bienvenue. De m'avoir accueilli. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais ou qui veulent te suivre? Bah Alice Moitié sur internet, on trouve tout. Je suis sur tous les réseaux à part LinkedIn, mais je fais On dit LinkedIn. Ouais, LinkedIn. Voilà. Mais non, mais j'ai des sites et des blogs Alice Half, Alice Moitié, puis surtout oui, de toute façon sur Instagram, c'est là où je poste le plus des actualités et des choses qui vont se faire. Et donc d'ailleurs le 13 octobre, il y aura la sortie du livre de Mid qui s'appelle All Inclusive et ça va être très drôle, donc je vous le conseille tous. Top. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!